Bienvenue sur Géopolitis. C'est David contre Goliath et c'est David qui l'emporte. Comme quoi, on a beau être un géant, on peut chuter à cause d'un petit. Demandez au patron, enfin à l'ex-patron de Volkswagen, ce qu'il en pense. Volkswagen, voilà un géant de l'automobile mondiale, 590 000 salariés, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui chute douloureusement à la suite de l'enquête d'une petite ONG qui ne compte que 27 salariés. Ce n'est pas un cas unique, même si celui-ci est exceptionnel par son ampleur et par ses répercussions, mais le fait est là, on n'a jamais vu autant de géants, de multinationales ou d'entreprises mondiales à ce point soumises aux enquêtes, aux révélations, aux injonctions et même aux actions de petites entités, ONG ou autres, déterminées, indépendantes, appuyées par les réseaux sociaux. La liste est longue. Total, Vinci, Auchan, Benetton, Apple, Shell, Nestlé ou autres Syngenta. Comment fait-on plier les grands de ce monde? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. L'affaire Volkswagen, le point de départ, c'est une simple requête d'une ONG nommée le Conseil international pour un transport propre qui, comme son nom ne l'indique pas, est un tout petit groupe de passionnés d'automobile qui s'est mis en tête de faire des tests pour vérifier les données chiffrées des émissions des véhicules diesel européens vendus aux États-Unis. Pour réaliser les tests, un mandat est donné à un homme, un seul, un certain Daniel Carder, qui travaille dans un laboratoire dépendant d'une université peu connue, celle de Virginie occidentale. Avec un budget de seulement 50 000 $, les équipes de Carder effectuent des vrais tests dans des conditions réelles. En ce qui concerne Volkswagen, on le sait, il apparaît que les modèles concernés crachent plus de 20 fois les volumes de gaz nocifs annoncés par le constructeur. D'autres entreprises mondiales ont dû, comme Volkswagen, reconnaître leurs erreurs, admettre qu'elles avaient menti et qu'elles allaient réparer les dégâts, enfin autant que faire se peut. Dans d'autres cas, sous pression de certaines ONG spécialisées, par exemple dans la défense des droits de l'homme ou dans la lutte pour l'environnement, des multinationales n'ont pas eu d'autre choix que de renoncer à certains projets ou certaines implantations. Au mois d'août dernier, une campagne menée contre un projet de mine géante en Australie et qui aurait menacé la Grande Barrière de Corail a eu pour résultat de dissuader les grandes banques internationales de financer le chantier, lequel a été annulé. C'est là un exemple qui montre qu'à l'évidence, une ou des petites ONG savent et peuvent faire plier une ou plusieurs multinationales. David gagne souvent contre Goliath. Plus d'1 millier de morts. Il aura fallu un tel bilan pour que se concrétise une prise de conscience et que se mette en place une politique de réparation. En 2013, au Bangladesh, cette usine de textile s'écroule. Les portes de secours sont fermées à clé. Résultat, 1138 ouvriers et ouvrières trouvent la mort. L'indignation est mondiale. La responsabilité morale des grandes entreprises occidentales qui faisaient travailler en sous-traitance ces ouvriers dans un bâtiment à l'évidence dangereux est engagée. Du moins, est-ce l'avis de plusieurs ONG, dont Sherpa et Avaaz, qui vont harceler les dites entreprises, dont l'italien Benetton, sur 3 plans. D'abord, sur la nécessité d'un accord juridique contraignant relatif à la sécurité des bâtiments, prévoyant des inspections indépendantes et des rénovations obligatoires dans ce genre d'usine. Ensuite, au-delà des usines, il y a cette campagne Clean Clothes, en anglais vêtements propres, qui vise à ce que les entreprises commanditaires s'engagent à respecter des conditions de travail décentes. Enfin, il y a la question de l'indemnisation des familles des victimes. L'ONG Avaaz, qui revendique 42 millions de sympathisants dans le monde, lance une gigantesque campagne de pétition, 400 000 en 24 heures. Résultat, une entreprise comme Benetton, après avoir refusé tout versement pendant 2 ans, cède, paye et se félicite même du dialogue enfin établi. Mais le dossier du Rana Plaza n'est pas clos pour autant. Les plus anciens dans le monde des ONG se souviennent, dans les années 70, de la campagne historique qui avait ciblé Nestlé avec une ONG américaine qui visait la promotion du lait en poudre de la multinationale. En 1981 d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé adoptait un code sur la commercialisation des aliments pour nourrissons. En 1982, c'est l'entreprise Ciba-Geigy qui était visée par l'ONG Déclaration de Berne
pour avoir continué à vendre aux États-Unis un insecticide cancérigène, le Galecron. Face au scandale, la vente avait été interdite. Plus récemment, des géants de l'agroalimentaire, suite à des campagnes sur les risques de déforestation, ont été contraints de revoir toute leur politique d'approvisionnement en huile de palme. Et ce sont des enquêtes de diverses ONG qui ont permis d'attirer l'attention des administrations fiscales nationales sur les pratiques douteuses de multinationales telles que Google ou Starbucks pour échapper à l'impôt. L'une des ONG les plus en pointe actuellement, l'association Sherpa, mène pour sa part un combat judiciaire systématique en ce sens qu'elle a pour objectif d'améliorer les cadres juridiques nationaux et régionaux des populations victimes de crimes économiques. Sherpa, qui, comme d'autres ONG, joue désormais à fond la carte des réseaux sociaux, lesquels sont autant de leviers, voire de moyens de défense face à certaines grandes entreprises. L'invité de Géopolitis, Géraldine Viret, vous êtes responsable de la communication de l'ONG La Déclaration de Berne. D'abord, en un mot, dites-nous, c'est quoi la philosophie de votre organisme ? La Déclaration de Berne, c'est une ONG suisse qui s'engage pour des relations plus équitables entre la Suisse et les pays en développement. On travaille sur la thématique des entreprises et des droits humains pour plus d'égalité, pour un respect des droits humains. Donc vous connaissez bien ce rapport de force entre petits et grands. On va prendre un premier exemple qui est assez parlant, c'est la notion de habillement. C'est dans ce domaine-là peut-être qu'il y a des gros progrès qui ont été faits. Vous pouvez nous en parler historiquement? C'était quoi par exemple? Historiquement, un des premiers cas emblématiques qui a mis cette thématique droits humains et entreprises à l'agenda global, c'était le cas de Nike. Dans les années 70, Nike a outsourcé sa production. Les chaussures Nike, comme disent les Américains, oui. Voilà, dans les années 70, elle a commencé à produire au Japon, et puis dans les années 90 en Chine. Et il y a eu un mouvement massif de protestation aux États-Unis contre ces pratiques. Salaire de misère, on avait des ouvrières payées à 19 cents, alors que Michael Jordan, à l'époque, en gagnait 20 millions par an. Et ça a été dénoncé, ça a eu un impact mondial avec des boycotts. C'est la première fois qu'il y avait, comme on a dit au début du sujet, des petits qui s'attaquaient comme ça à des grands. Et ça a marché. Et ça a marché dans une certaine mesure, dans le sens où Nike a dû assumer publiquement une part de responsabilité et puis prendre des mesures, mais qui restaient des mesures volontaires, code de conduite, etc. Donc beaucoup de communication. Alors vous dites volontaire, c'est-à-dire on suscitait un certain nombre d'engagements, mais les grandes multinationales ou les grandes sociétés, elles prenaient ou elles prenaient pas, au fond. C'était plutôt elles-mêmes. Il n'y avait pas d'obligation. Non, c'était plutôt elles-mêmes qui allaient définir des normes qu'elles allaient respecter et puis elles-mêmes qui allaient faire les contrôles. Donc rien de contraignant d'un point de vue juridique. Et dans ce domaine de l'habillement, est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits depuis ces temps historiques, si j'ose dire, de la lutte contre Nike? Je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits au niveau de la transparence, justement, avec les publications des listes de fournisseurs, des codes de conduite, etc. Mais si on regarde le modèle d'affaires qui est vraiment la source de ce problème, donc des pressions sur les prix, des salaires qui ne permettent pas aux couturières de vivre, là, on voit que les choses bloquent encore. Mais vous dites un code de conduite. D'accord, mais qui l'écrit, ce code de conduite, selon évidemment les pays concernés avec des législations différentes? Bon, c'est bien là où le bas blesse, je dirais. Pour nous, il faut absolument que ces marques prennent des engagements beaucoup plus concrets. Par exemple, le paiement d'un salaire vital dans les pays producteurs, indépendamment de la législation sur place. Mais ça, si moi je suis une multinationale, je dis mais ça ne me regarde pas les salaires que je vais verser dans tel ou tel pays. Ça regarde le pays. Ça regarde le pays, mais les entreprises, selon les principes directeurs de l'ONU, ont un devoir indépendant de respecter les droits humains dans les pays où elles sont actives, indépendamment de la capacité ou de la volonté d'un État de respecter les droits de sa population ou de les protéger. Alors, on a vu dans le cas de cette usine dont on a beaucoup parlé dans le sujet, au Bangladesh, elle s'est écroulée, il y a eu plus de 1000 morts. Est-ce que ça a fait avancer les choses, si j'ose dire? Est-ce qu'au moins il y a eu ce résultat? Je dirais l'effondrement du Rana Plaza, ça a mis en lumière les mauvaises conditions de travail, les mauvaises conditions de sécurité. Suite à cette tragédie, il y a un accord qui a été signé sur la sécurité des bâtiments pour mener des inspections indépendantes avec la participation des entreprises. Donc au niveau du volet sécuritaire, il y a eu une avancée et c'est un pas, je dirais, historique parce que c'est la première fois que les entreprises ont signé un accord qui est à valeur de contrat, donc contraignant. Par contre, au niveau des problèmes de l'industrie textile globalisée, je crois qu'on est dans un statu quo. Il n'y a pas une remise en question fondamentale. Les marques investissent beaucoup sur leur image, sur leur marque justement, mais peu pour le bien-être des personnes qui fabriquent leurs vêtements. Alors, à quoi doit-on, je dirais, le succès d'ONG comme la vôtre ou d'autres petites entités? Il n'y a pas que des ONG, mais c'est quoi? C'est la prise de conscience non seulement de ces entités, mais aussi du public?
Qu'est-ce qui fait que, quelque part, ces grandes multinationales et ces grandes entreprises sont obligées elles-mêmes d'aller de l'avant? Bon, c'est quelque chose qui a évolué, je dirais, ces 30 dernières années, mais maintenant, c'est clair que les ONG ont un pouvoir. Et un des grands pouvoirs, c'est quand même une force de recherche des faits, je dirais, pour mettre en lumière l'écart entre les belles paroles des entreprises et puis ce qu'elles font réellement sur leur chaîne d'approvisionnement ou dans les pays où elles opèrent. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que les Mais c'est seulement, pardon, excusez-moi, c'est seulement un pouvoir de dénonciation? Non, je dirais qu'il y a... Ça ne suffit pas, bien sûr. Il y a un pouvoir de dénonciation, il y a un pouvoir de mobilisation qui est très fort de l'opinion publique, de la société civile. On parle aux consommateurs parce qu'ils votent aussi avec leur porte-monnaie, mobiliser les gens, faire signer des pétitions. Et puis surtout, je dirais, il y a aussi un pouvoir de lobbying auprès des entreprises elles-mêmes, auprès des gouvernements, parce qu'on dénonce, mais on cherche aussi à proposer des pistes de solutions à des problèmes qui finalement sont des problèmes systémiques. Alors, on a bien remarqué pendant des années, ceux qui étaient pris en défaut, si j'ose dire, d'abord, ils niaient. Et puis on l'a vu avec l'affaire Volkswagen, le jour même, on reconnaît son erreur. Est-ce que ça, c'est pas déjà un pas vers, je dirais, une meilleure cohabitation entre les grands et les petits? Bon, moi, de manière un peu cynique, je vois surtout ça comme un renforcement des compétences de relations publiques et de communication de crise au sein des multinationales. Avant, on y est, c'est pareil pour les politiciens. Maintenant, on s'excuse. Et là, on a vu, au niveau de Volkswagen, il y a eu des aveux immédiats, il y a eu un licenciement, et puis on est vraiment dans une réaction, on va regagner la confiance des marchés, des investisseurs et des consommateurs. Mais est-ce que cette histoire-là va vraiment avoir des changements, je dirais, à long terme sur les pratiques, la mentalité? J'ai beaucoup de doutes. Mais quand même, on voit aussi certaines entreprises qui retournent cela à leur avantage et qui font argument de vente le fait qu'ils reconnaissent leur erreur. Oui, ça, ça vous prend de court, si j'ose dire, vous, les ONG en général. Bon, moi, je dirais, pour les ONG, on voit comme VV, c'est un succès d'une ONG, mais il faut toujours regarder le grand tableau. Et en tant qu'ONG, on a des petits succès, des victoires d'étape, et ils sont extrêmement importantes. Alors, puisque vous représentez la déclaration de Berne, c'est quoi actuellement, disons, vos champs d'action? Bon, alors on a un grand chantier en cours, je dirais. On a lancé avec une coalition de 70 ONG suisses une initiative populaire pour des multinationales responsables. Concrètement, on demande l'inscription dans le droit suisse du devoir de diligence pour les multinationales domiciliées en Suisse. Mais dans le droit suisse, il faut légiférer. Le Parlement, il va vous suivre? On verra, ça c'est pour l'instant on en est à la récolte de signatures. Qu'est-ce qu'on entend par diligence, devoir de diligence? Ce serait l'obligation pour les entreprises de faire une analyse des risques que présentent leurs activités à l'étranger, de prendre des mesures pour y remédier et puis de publier aussi le catalogue des mesures et les risques identifiés. Et puis si elles ne le font pas, les victimes auraient la possibilité de déposer plainte devant un tribunal civil suisse. Ce serait le premier pays qui agirait de la sorte? Non, il y a déjà des choses qui sont en cours actuellement en France avec une proposition de loi sur la vigilance des multinationales qui est une proposition un petit peu différente. Et puis, c'est un mouvement au niveau international. Et qui va prendre du temps? Et qui va prendre du temps. On verra la récolte de signatures, on est confiant. Merci, Géraldine Viret. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication à l'ONG La Déclaration de Berne. Merci à vous. Merci. C'est ce que l'on appelle une solution win-win, autrement dit gagnant-gagnant. On renverse complètement la problématique de la confrontation, en tout cas vu du côté des grandes multinationales, et on décide d'intégrer le message de ces ONG qui, en fin de compte, c'est le cas de le dire, peuvent constituer un formidable capital de crédibilité, de fidélité, de proximité et, in fine, de rentabilité. Pourquoi? Mais parce que tous les sondages d'opinion montrent que ces ONG bénéficient d'un capital de confiance conséquent. Leur message et campagne passent si bien, comme on dit, qu'un mot de leur part, positif, peut influer considérablement sur la vente d'un produit. Exemple, le café Jacques Vabre, estampillé par Rainforest, ou les cahiers Clairefontaine, siglés UNICEF. Quant au célèbre panda du WWF, il figure, rien qu'en France, sur une trentaine de produits, moyennant bien évidemment quelques royalties exprimées en pourcentage sur les prix de vente. Morale de l'histoire, car il y en a une, l'expertise de ces ONG peut être un atout pour les entreprises à une époque où, plus que jamais, la valorisation d'une marque se mesure aussi à la responsabilité sociale de l'entreprise. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions, des pages vidéo, de l'infographie, des sites internet, notre rubrique Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.